Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis Olivier Geffroy, secrétaire général du groupe Monacier et il est allez, à peine 18h05, mais il est grand temps de débuter notre live. Je vous souhaite à toutes et à tous une très chaleureuse bienvenue dans cet événement à destination de l'écosystème des notaires du groupe Monacier. Donc, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vous invite à voyager dans un pays ami, un pays latin, un pays voisin, un pays cousin, l'Espagne. L'Espagne, qui est évidemment un pays frontalier de la France, tout le monde le sait, et qui accueille 80 000, 90 000, 100 000, 150 000 selon les sources Français qui habitent, qui travaillent, qui résident aujourd'hui en Espagne. Donc c'est vous dire l'importance du sujet. Et l'Espagne représente aujourd'hui 5% de nos exportations et 6,5% de nos importations. Donc, c'est également un partenaire commercial de tout premier plan. Et ce pays, évidemment, de l'Union européenne, nous est extrêmement familier et nos échanges, nos installations réciproques ont naturellement vocation à s'intensifier dans les années à venir. D'où l'intérêt de connaître les conséquences juridiques et fiscales d'une installation, quand on est français, en Espagne, avec un certain nombre de pièges et naturellement à éviter. Et donc, c'est tout l'objet de ce live, c'est donc de vous conseiller. Alors, pour décrypter avec vous et pour vous ces enjeux liés à l'installation des Français en Espagne, nous avons deux spécialistes des deux côtés des Pyrénées. Côté français, Mathilde Morer, maître Mathilde Morer, notaire à Chevreuse dans les Yvelines, et qui a une habitude déjà assez ancienne d'intervenir dans des dossiers internationaux, notamment d'expatriation. Il est vrai qu'elle est diplômée sur ce plan avec un master 2 de droit notarial international et européen et un diplôme universitaire de droit notarial international. Donc, elle est particulièrement qualifiée pour nous parler ce soir. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Côté espagnol, côté catalan, devrais-je dire, maître Catherine Martí de Anzizou, qui est donc avocate française, associée du cabinet Brugueras Alcantara Garcia Bragado à Barcelone. Donc c'est la plus catalane des avocates françaises. Elle est spécialiste évidemment du franco-espagnol, c'est son quotidien. Elle est partenaire du groupe Monacier. Elle est également conseillère du commerce extérieur de la France depuis presque une dizaine d'années. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Pour animer cette conférence, celui qui sera le gardien du temple, le gardien du temps, c'est Hervé Mancier, qui est le directeur de notre centre d'études et de recherche du groupe Monacier. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Alors c'est notamment lui qui, à travers le chat que vous allez pouvoir trouver sur le module à droite de votre écran, pourra relayer vos questions en fin de conférence. Globalement, nous allons vous donner 1 heure à peu près pour à la fois écouter Maître Morer et Maître Martí de Anzizou avec 10 minutes, un quart d'heure selon le temps qui nous restera pour une partie interactive à travers le chat. Voilà, vous avez à peu près les règles générales de cette conférence. Voilà, donc je vous souhaite un très bon live. Et maintenant, Hervé, c'est à vous de jouer. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. Donc, ainsi qu'il vient d'être dit, l'Espagne est une destination privilégiée pour les Français qui sont nombreux à y investir ou à s'y installer. Mais avant de s'attacher à ce qu'il faut savoir dans telle situation, Catherine, que faut-il savoir de l'Espagne ? Alors, ce qu'il faut savoir d'abord de l'Espagne, c'est que l'Espagne, elle est composée de régions dont la culture et la langue sont différentes. Et c'est pourquoi ça a eu pour conséquence de constituer un pays qui est divisé en communautés autonomes, 17 communautés autonomes, de taille avec un poids spécifique et une culture et une histoire différentes. Alors, par exemple, l'Andalousie que vous voyez en bas, c'est la communauté autonome qui est la plus importante au niveau de sa superficie, du territoire. Et c'est aussi la communauté autonome qui est le plus peuplée. C'est une destination de vacances qui est connue parce que la région est merveilleuse. Bon. La Catalogne, pour vous donner un autre exemple, c'est une communauté autonome qui est un peu plus réduite du point de vue de son territoire, etc., mais qui représente aujourd'hui plus de 25% du poids économique et industriel de l'Espagne. Voilà. Alors,
le fait que ce pays soit composé de 17 communautés autonomes a des conséquences, et ces conséquences, ce sont lesquelles? C'est qu'il existe un droit autonome, pas partout, mais dans certaines communautés, on va y revenir tout à l'heure, qui va déroger selon les cas ou qui va cohabiter avec le droit national. Et donc, il va falloir être extrêmement précautionneux et prudent à chaque fois que l'on s'installe pour savoir quel est le droit qui va être applicable, parce qu'il peut différer d'une manière importante d'une communauté à l'autre. De la même manière, le droit fiscal va être en fonction des règles. Un certain nombre d'impôts et de fiscalité spécifiques aux communautés autonomes va diriger les investissements surtout des non-résidents. Voilà ce qu'il faut savoir. Merci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Catherine, par quel professionnel vais-je pouvoir me faire accompagner pour une acquisition en Espagne? Généralement, en France, c'est le notaire qui se charge de l'ensemble des formalités et de rédiger les actes. Qu'en est-il en Espagne? La première chose que je veux vous dire, c'est que sur les différents professionnels, on commence par l'agent immobilier. Alors, la législation espagnole, elle est bien moins exigeante que la législation française concernant les professions d'agent immobilier, et donc il faut être particulièrement précautionneux. Par exemple, il y a des règles qui sont beaucoup moins strictes en matière de maniement de fonds, en matière de publicité, de publication des commissions. Donc, l'Espagne est un pays qui fonctionne très bien, mais on est dans un pays qui est moins réglementé. Donc, vous allez devoir être prudent et pouvoir parler rapidement avec l'agent immobilier des conditions de son intervention, des commissions qu'il va encaisser, etc. La deuxième chose, c'est que en France, vous aurez l'habitude de vous diriger vers votre notaire. Or, en Espagne, la profession, c'est le même nom, mais la profession de notaire est différente. En Espagne, ce sont des officiers qui ont la foi publique qui n'ont pour fonction que d'identifier et de valider l'identité des personnes qui signent les actes, éventuellement, dans une transaction immobilière, ils vont identifier le bien. Mais ce qui va être contenu dans le contrat de vente, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas ni à vérifier ni à réglementer. Et donc, vous êtes obligé de vous diriger vers un professionnel du droit qui est un avocat. Et les ventes immobilières en Espagne, elles sont menées par les avocats qui vont s'occuper de la rédaction des contrats, préparer les dossiers pour faire authentifier par les notaires, vont régler les droits d'enregistrement et vont procéder aux formalités d'inscription devant les registres fonciers. Voilà. Donc, il ne faut pas se tromper de cible, c'est à l'avocat qu'il faut se diriger, en sachant que de toutes les façons, il y a un passage obligé par l'étude d'un notaire qui va authentifier un acte, puisque c'est le seul officier ministériel en Espagne qui a la foi publique. Très bien, merci. Avant de se lancer dans une acquisition, il y a des formalités spécifiques à effectuer. Mathilde nous a rapidement parlé du numéro NIE. Pouvez-vous nous donner un peu plus de précision sur ce point? Alors, ce numéro NIE, c'est le sésame, comme elle a dit justement, indispensable en Espagne. Et donc, lorsque vous voulez faire une acquisition, vous projetez une acquisition en Espagne, et il faut absolument être muni de ce NIE, même si ce projet n'est pas mené à son terme pour des raisons XY. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le temps que vous obteniez un rendez-vous auprès du consulat espagnol le plus proche de votre domicile et que vous apportiez un dossier complet, que vous déposiez votre complet et que votre numéro de NIE vous soit attribué, il peut se passer entre 3 et 4 mois. Et donc, il est possible, si vous n'avez pas ce document, que vous ne puissiez pas signer les actes de vente et que certains biens que vous aviez envie d'acquérir vous échappent simplement pour des questions de formalité. Donc, ce NIE est absolument indispensable. Et bon, je peux que vous conseiller de commencer les formalités dès que vous voulez commencer ou lorsque vous avez un projet d'investissement en Espagne. Mais ce même NIE, c'est un document indispensable pour pouvoir ouvrir un compte auprès d'un service de réseau de téléphonie parce que vous voulez un téléphone espagnol, etc. Donc, vous ne pourrez pas ouvrir de compte en banque, vous ne pourrez pas louer de biens, vous ne pourrez pas avoir un numéro de téléphone espagnol si vous n'êtes pas muni de votre NIE, qui est un identifiant simplement fiscal. En Espagne, chaque année, près de 30 millions de NIE sont attribués pour l'ensemble du territoire. Alors ça, c'est la première chose indispensable. Quelles sont les grandes étapes de ce parcours d'acquisition? Il va falloir après
passer par une espèce on appelle ça un contratto de compraventa mediante aras, qui en fait est un compromis de vente qui en droit français, c'est le compromis de vente qui ressemble le plus à ce compromis de droit français. Ceci étant dit, en Espagne, et parce que c'est la législation qui le prévoit pour l'ensemble du territoire, avec quelques différences spécifiques aux communautés autonomes, et je vais vous en parler maintenant, il implique un versement d'art, ce qu'on appelle d'art pénitentiel. Ça veut dire, enfin, je vais l'expliquer tout à l'heure. Ce document, ce compromis de vente, qui doit être très spécial, très spécifique, c'est un acte sous seing privé, mais qui peut être aussi authentifié par un notaire, et quelquefois, ça se fait. Quelquefois aussi, avant cette étape de la signature de ce compromis de vente, on est amené à rédiger et à signer un contrat de réserve, qui en fait est une espèce de sorte de lettre d'intention qui est signée avant le compromis et qui va permettre à l'acquéreur et à l'acheteur de, si vous permettez l'expression, se renifler, voir si les conditions sont suffisantes, et s'il a envie d'acheter véritablement ce bien à cette personne-là, et si l'autre a envie de vendre. C'est aussi une période pendant laquelle, une fois que vous êtes assisté d'un conseil, vous allez un petit peu regarder, par exemple, pour les vendeurs, quelle est l'origine des fonds qui seraient proposés pour la vente, et de faire attention un petit peu à toutes ces lois de blanchiment de capitaux qui sont très spécifiques et qui sont très réglementées en Espagne. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà les étapes. Vous avez obtenu un IE, vous pouvez commencer à discuter avec une agence et commencer à vérifier vos biens. Vous allez peut-être passer par un pré-contrat de réserve, qui est une espèce de lettre d'intention, et puis vous allez passer par un compromis de vente avec un versement d'art pénitentiel. Et puis, lorsque ces étapes auront été conclues, on passera à l'étape de la signature de l'acte authentique devant un notaire. En gros, c'est la reprise du compromis de vente dans les conditions, mais par un acte authentique. Et puis, votre conseil, la personne qui va vous assister, va régler les droits d'enregistrement et puis faire les formalités pour l'inscription du bien auprès du registre foncier correspondant. Voilà les étapes d'une vente immobilière. Et que se passe-t-il si jamais je ne souhaite finalement plus acheter pour une raison ou pour une autre? Est-ce que, comme en France, je bénéficie d'un délai pour me rétracter sans pénalité? Non. Alors en Espagne, il n'y a pas de principe, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de droit de rétractation qui est légal et qui serait équivalent. Donc, mais il est possible, parce que l'Espagne est un pays de grande liberté contractuelle, il est possible de le prévoir dans le contrat. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible de le prévoir dans le contrat, cette possibilité de rétractation. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, cette espèce de droit de rétractation, il est un petit peu inclus dans ce contrat, ce pré-contrat de réserve, cette lettre d'intention qui va avoir une durée d'une dizaine, une quinzaine de jours, qui va permettre un petit peu de faire office de ce droit de rétractation. Une fois que vous aurez signé le compromis de vente, ce que j'ai appelé tout à l'heure le contratto de compraventa mediante aras, si l'acheteur ne procède pas à l'achat, sauf un motif légitime, il va perdre les arts qu'il aura versés à titre d'acompte. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'il n'y a aucun texte espagnol qui fixe le montant des arts, mais que le pourcentage habituel, celui qui est d'usage, est environ de 10%. C'est un usage, ça peut être discuté et ça peut être réduit, ça peut être augmenté. C'est une question d'accord entre les parties. Donc, si c'est le vendeur qui veut renoncer à la vente du bien, il peut aussi résilier le contrat, mais dans ce cas, il va devoir rendre le double de la quantité qu'il a reçue à titre d'art, c'est-à-dire il va restituer les arts plus un montant équivalent. Donc, il faut être très précautionneux sur ces montants. Et sur ces montants et sur les dates butoirs qui sont prévues dans les contrats, dans les compromis de vente. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir. Et si jamais je n'obtiens pas mon financement, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas prévu dans votre contrat, dans votre compromis de vente, une condition suspensive légale pour l'obtention de ce prêt, vous allez perdre les arts qui ont été versés. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui doit être discuté, vérifié, analysé et rédigé d'une manière claire et précise sur les compromis de vente. Vous dire enfin que si l'acheteur s'est vu refuser son prêt et que le vendeur est quand même en droit d'exiger l'exécution de son contrat,
et que si ce contrat est résolu parce que le contrat de prêt n'a pas été, l'emprunt n'a pas été accordé, il va falloir donc indemniser le vendeur. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut prévoir cette possibilité de inclure dans le compromis une condition suspensive. C'est prévu dans aucune législation espagnole, sauf justement en Catalogne, il y a un article qui permet d'intégrer cette condition suspensive. Vous dire enfin que les parties, même en Catalogne, peuvent renoncer à cette condition et que cet article qui permet de rajouter cette condition suspensive d'obtention d'un prêt n'est pas d'ordre public. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez en Espagne toute une série de textes qui ne sont pas d'ordre public, ce qui veut dire que vous pouvez y renoncer. C'est très différent de la manière dont nous agissons en France. Voilà. Merci pour ces précisions, Catherine. Je comprends bien donc tout l'intérêt, comme en France, de se faire assister par un professionnel pour une acquisition en Espagne. Autre question que tout le monde se pose, c'est de savoir quelle va être la fiscalité liée à cette acquisition. Alors, on va devoir distinguer selon l'ancienneté du bien. Est-ce que c'est une acquisition d'un bien qui est neuf, qui est une première acquisition et qui va être acheté à un promoteur immobilier? Il va être vendu sous TVA. La TVA générale est de 10% en Espagne. C'est un taux d'imposition qui apparaît sur tout le territoire, sauf pour un certain nombre de biens qui ont une TVA diminuée parce que ça fait partie de biens qui sont sous protection sociale. Ce sont des biens, mais ce sont des biens qui ne peuvent pas être acquis par des personnes qui ne seraient pas résidentes. Donc, on va écarter cette possibilité. Si la vente n'est pas faite sous TVA, il va y avoir un droit d'enregistrement qu'on appelle un impuesto sobre transmisiones patrimoniales et dont le montant est fixé par les communautés autonomes. Et donc, en fonction de la communauté autonome, vous allez vous trouver devant une fourchette qui peut aller de 6% de la valeur du bien jusqu'à 11%. Voilà. Alors, en Catalogne, par exemple, c'est 10% jusqu'à tel montant et puis après, c'est 1% de plus. Voilà. Donc, en fonction des communautés autonomes, ces droits d'enregistrement vont être presque du kit au double. Voilà. Le montant va être du kilo double. Qu'est-ce que vous allez devoir payer? Eh bien, les droits d'enregistrement, ces droits d'enregistrement, le droit de registre foncier, les émoluments du notaire. Voilà ce que le budget qu'il va falloir prévoir lors d'une acquisition en Espagne. Et quelle va être l'imposition en cas de location ou de vente de meubles en Espagne? Alors, on va commencer par, vous êtes propriétaire d'un bien. Vous êtes non résident, on va voir ces étapes. Vous êtes non résident, vous êtes propriétaire d'un bien qui est un bien de vacances que vous louez quelquefois, plusieurs fois dans l'année pour essayer de récupérer un petit peu les frais d'entretien et les impôts de détention de ce bien. Dans ces conditions, vous allez devoir payer un impôt qui est équivalent à 19% des loyers qui ont été perçus, moins les frais déductibles. Si vous êtes propriétaire d'un bien et qu'il n'est pas soumis à la location et qui est par essence, puisque vous êtes non résident, une résidence secondaire, vous allez payer également un impôt qui va également être de 19%, mais qui va être calculé sur la valeur cadastrale de votre bien multipliée par la valeur cadastrale du bien. Je vais vous expliquer dans quelques minutes où est-ce qu'on va trouver cette valeur et pourquoi elle est importante. Donc, valeur cadastrale du bien, c'est une valeur qui est donnée par les mairies, multipliée par 2%, ça vous donne un montant, et de ce montant, vous allez payer 19% d'impôt. Alors, on ne peut pas dire que ce soit un impôt sur les revenus fonciers, parce que justement, il n'y a pas de revenus fonciers. Alors, par rapport à la France, on va mal dire qu'il s'agit d'une espèce de taxe d'habitation pour les non-résidents. Voilà. Voilà cet impôt qui va être payé au moment de la location. Vous allez revendre votre bien. C'est bien cela, hein, la question. Vous passez à la seconde étape et vous allez revendre votre bien. Alors, on va, et Mathilde vous en parlera plus longuement tout à l'heure, on va quand même d'ores et déjà expliquer qu'il y a une convention fiscale entre la France et l'Espagne qui va jouer de manière importante dans ce type de relation. Et il faut le signaler parce que tant l'Espagne que la France n'ont pas tellement passé de convention fiscale bilatérale avec d'autres pays. Et ce sont en plus, c'est une convention fiscale qui est déjà ancienne, hein, et qui lie nos deux pays. Voilà. Alors, vous souhaitez vendre ce bien, il va falloir distinguer selon le fait que vous êtes résident ou non résident. Alors, vous êtes non résident, vous allez devoir régler deux impôts. Alors, le premier impôt, c'est une plus-value municipale. On appelle une
une plus-value municipale, c'est un impôt local qui est fixé par les communes et qui va tenir compte de la valeur cadastrale de votre bien au moment de l'acquisition et de la valeur cadastrale, pas de la valeur réelle, vénale de votre bien au moment de la sortie et sur lequel les mairies vont pouvoir appliquer un pourcentage. Et c'est le vendeur qui est tenu de payer cet impôt. Voilà. Le vendeur va devoir payer également une plus-value des non-résidents qui va être calculée en fonction de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de cession, moins les frais déductibles habituels, les frais d'agence, les frais d'avocat, les droits d'inscription, etc., un certain nombre de frais d'entretien et de maintien de la maison et de travaux qui ont été faits. Voilà. Et cet impôt aussi va être fixé par le gouvernement central et la communauté autonome, et on va vous prélever une partie de cet impôt. Je veux signaler quelque chose qui est important parce que ça arrive souvent, c'est que si ce bien est vendu par un non-résident, l'acheteur est tenu de faire une retenue à la source de 3%. Donc l'acheteur va devoir, à l'obligation de vérifier quelle est la résidence fiscale du vendeur, il va retenir 3% du prix de vente qu'il versera à l'administration fiscale dans le mois qui va suivre la cession du bien, la signature de l'acte authentique, et le vendeur va réaliser à ce moment-là une plus-value, une moins-value, et au terme de ce versement, va faire une déclaration et l'État devra lui restituer le trop perçu si c'est une moins-value qui a été réalisée et ou payer un supplément d'impôt au-delà des 3% en cas de plus-value d'un bien. Voilà. Et donc, c'est très important, cette notion de résidence fiscale. Il faut qu'elle soit bien claire. Et est-ce que je serai imposé uniquement en Espagne, Mathilde? Non, alors la France a quand même une façon d'imposer qui fait que elle va quand même essayer de trouver de l'argent. En fait, ce qui se passe, c'est que grâce à la convention fiscale, potentiellement, vous pouvez être résident fiscal du point de vue de l'Espagne et du point de vue de la France. C'est la convention fiscale qui va permettre de déterminer exactement où est-ce que vous allez être considéré comme résident fiscal. Si jamais vous êtes domicilié fiscalement en France, l'obligation fiscale est illimitée. Donc, vous êtes imposable normalement sur l'ensemble de vos revenus de source française et étrangère. Dans les revenus, on a les revenus immobiliers, donc les revenus locatifs qu'on a vus, de vos biens qui soient situés en France ou en Espagne, et les plus-values immobilières que vous pouvez réaliser dans la vente du bien en France ou en Espagne. La convention franco-espagnole prévoit que ces revenus sont imposables dans le lieu de situation de l'immeuble, donc en Espagne, pour les biens situés en Espagne. Simplement, si vous êtes résident de France, ces revenus sont pris en compte pour le calcul de votre impôt français, mais au terme de la convention, vous avez droit à un crédit d'impôt qui sera imputable sur votre impôt français. La seule chose à laquelle il faudra penser en termes de formalité, c'est que l'opération de cession que vous allez réaliser à l'étranger, elle n'aura pas été constatée par un acte authentique en France. Donc, il faudra bien penser à déclarer notamment la plus-value dans le mois qui va suivre la cession. Et c'est un imprimé particulier sur lequel vous allez également mentionner le crédit d'impôt qui pourra exister au vu de l'impôt que vous aurez payé en Espagne. Est-ce l'unique imposition que je risque de subir en Espagne? Alors, en Espagne, allez-y Catherine. Non, alors, en Espagne, vous êtes propriétaire d'un bien, vous allez devoir payer l'IBI, l'impuesto de bienes inmuebles, qui est l'équivalent de la taxe foncière française, hein, que vous allez payer donc chaque année. Et ce sont, comme en France, les mairies qui vont déterminer. Hein, il y a un impôt central sur lequel la mairie va pouvoir déterminer. Il est très important de faire attention lorsque vous allez acquérir un bien à cette valeur cadastrale qui est fixée par les mairies, parce que cette valeur cadastrale qui apparaît sur votre avis de paiement de la première taxe foncière, de le premier IBI que vous avez, est une valeur cadastrale qui va vous lier jusqu'à la fin de la détention de votre bien. Et régulièrement, les communes réajustent la valeur de cette valeur cadastrale à la hausse ou à la baisse. Et il faut être très précautionneux parce que lorsque ces modifications sont publiées, il faut pouvoir être capable d'engager des recours parce que vous allez être tenu par ça. Je vous explique encore quelque chose qui est très important sur la valeur cadastrale. Par exemple, au moment de la succession, au moment des successions, vous pouvez parfaitement ne pas
déclarer la valeur du bien parce que vous la connaissez pas, parce qu'elle n'est pas complètement fixée, parce que c'est un bien qui est précieux ou qui est très différent et donc on peut pas avoir d'exemple suffisant pour permettre à l'administration fiscale de donner une valeur définitive à un bien. Et donc, très souvent, on vous permet de déclarer votre bien sur la valeur cadastrale plus un coefficient au moment des droits de succession. Donc, vous allez être tenu par ce coefficient et cette valeur cadastrale qui va régir le montant de vos droits de succession, le montant de la plus-value municipale, le montant de la taxe foncière qui va devoir être payé chaque année. Voilà. Quelque chose aussi de très important et de très spécifique à l'Espagne. Merci. Et quelles sont les autres impositions que je risque de subir en France cette fois, Mathilde? Alors, donc, si vous êtes résident fiscal en France, vous allez être soumis à l'IFI. Donc, il ne faut jamais oublier l'IFI. Là, vous allez être soumis à l'IFI sur l'ensemble de vos biens imposables. Donc, à cet impôt-là, qui sont les biens, les immeubles et les droits immobiliers, qui sont détenus directement ou non, donc qu'ils soient situés en France ou en Espagne, enfin à l'étranger en Espagne. Donc, si vous êtes résident fiscal français, que vous possédez de la fortune imposable en Espagne, puisqu'il y a donc un impôt sur la fortune en Espagne, et que c'est également imposable en France, donc ça sous-entend que vous avez des biens immobiliers en France et en Espagne, l'IFI français sera calculé sous déduction d'un crédit d'impôt qui va être égal au montant de l'impôt espagnol que vous allez payer en raison de votre fortune sur l'impôt français. Donc, vous allez être soumis également à l'IFI sur votre patrimoine. Et en parlant d'impôt sur la fortune, Catherine, existe-t-il un équivalent en Espagne? Oui, on a ce qu'on appelle l'impôt sur le patrimoine, là, c'est un impôt sur la fortune et qui n'est versé que forcément lorsqu'on est résident fiscal en Espagne. C'est un impôt qui est progressif et qui est différent selon les communautés autonomes. Et il y a certaines communautés autonomes où il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Voilà. Mais il faut être résident, il faut être résident dans cette communauté autonome. Et comme je vous le disais, il est régulé par les communautés autonomes. Alors, par exemple, en Catalogne, cet impôt est dû à partir d'un patrimoine de 500 000 euros, étant bien entendu que votre résidence principale va être exonérée à hauteur de 300 000 euros. À Madrid, cet impôt est dû à partir de 700 000 euros, mais sans aucun type d'exonération. Voilà. Et donc, et le montant est régulé, il est progressif et ça peut grimper relativement vite. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de biens ne vont pas être pris en compte, un certain nombre, l'outil de travail, votre entreprise, les biens qui sont destinés à votre activité professionnelle, comme en France, il y a quelques années, un certain nombre d'œuvres d'art, de meubles précieux et qui peuvent rentrer dans le patrimoine national. Mais bon, le calcul est un petit peu difficile et je pense que c'est pas ici le moment d'en parler de la manière, voilà. Mais il existe. Merci pour ces éclaircissements. Le temps passant, je vous propose maintenant de nous intéresser à l'installation en Espagne. Mathilde, que faut-il faire en France avant son départ? Que pouvez-vous nous conseiller? Alors, je vais juste terminer avec ce que j'avais commencé tout à l'heure par rapport aux formalités, à tout ce qui est administratif avant de partir, donc en dehors de l'enregistrement du NIE qu'on a vu. Si vous allez travailler en Espagne, donc en tant que ressortissant de l'Union européenne, vous n'aurez pas besoin ni de visa ni de permis de travail. Vous allez bénéficier des mêmes conditions de travail que les Espagnols. Par contre, il faut juste faire attention à certaines professions réglementées où là, vous aurez quand même à avoir une reconnaissance professionnelle de vos diplômes par le ministère de tutelle. Ensuite, au niveau de la sécurité sociale, la législation européenne prévoit que si vous partez à l'étranger pour y travailler en tant qu'expatrié, vous serez exclusivement affilié au régime local de sécurité sociale. Donc, vous ne relèverez plus du régime de protection français. Alors, vous pouvez toutefois volontairement vous soumettre à la caisse de cotiser à la caisse des Français de l'étranger, notamment pour les risques vieillesse, invalidité, les retraites complémentaires, l'assurance maladie. L'intérêt, c'est qu'en cas de retour en France, vous éviterez notamment les délais de carence et les trimestres perdus pour la retraite. Donc, c'est intéressant quand même. Il faudra également penser, si jamais vous êtes retraité, que vous partez vous installer donc, en Espagne, à bien penser à prévenir toutes vos caisses de retraite, c'est important, et surtout à adresser chaque année un certificat de vie. Ça, c'est important pour pouvoir continuer à toucher à vos retraites. Sur place, il faudra vous inscrire au registre consulaire et bien penser à prévenir le consulat de tous les événements qui pourraient vous arriver, des événements familiaux, notamment naissance, mariage, pour qu'ils soient retranscrits en France. Donc ça, c'est au niveau des formalités.
Ensuite, je vous conseillerais vivement, avant de partir, donc en Espagne, mais partout ailleurs, de quand même faire un bilan de votre situation personnelle et patrimoniale, donc auprès d'un notaire, c'est mieux, parce que, en fait, à partir du moment où vous rentrez dans un contexte international, tout ce que vous aurez pris comme décision en France ce n'est pas assuré d'être reconnu à l'étranger. Pour prendre un exemple, l'un des exemples les plus frappants, c'est au niveau de votre régime matrimonial. Donc, en général, en France, on fait des contrats de mariage, mais il y a très peu, les gens préfèrent ne pas en faire, ils n'y pensent pas d'ailleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'en France, donc, si vous ne faites pas de contrat de mariage, vous allez donc être soumis au régime légal, qui va être en France la communauté réduite aux acquêts. Donc, si vous restez en France, il n'y a pas vraiment d'incidence, si ce n'est que je vous rappelle que la communauté d'acquêts, vous incluez dans la communauté tout ce que vous allez gagner au cours de la communauté, notamment les gains salaires. Les choses auxquelles on pense rarement, c'est par exemple si vous avez un compte bancaire, autant l'argent que vous placez dessus, autant le compte peut être à votre seul nom, l'argent qui est placé dessus, vous êtes en communauté, il est commun. Donc, si vous ne sortez pas de la France, vous vous apercevrez de votre régime matrimonial potentiellement en cas de séparation, en cas de décès. Maintenant, si vous passez les frontières, le problème, c'est que chaque État a sa propre façon de définir votre régime matrimonial. Ça, ce sont les règles internes à chaque État. Il existe des conventions, on a des règlements européens, donc ça, c'est l'avantage qu'on a en Europe. Maintenant, en termes de contrat de mariage, de régime matrimonial, en France, on a deux dates importantes. Donc là, il faudra bien faire attention à la date à laquelle vous vous êtes marié. Si vous vous êtes marié avant le 1er septembre 1992, bon, il n'y a pas vraiment de problème dans le sens où votre régime matrimonial va être soumis à la loi de votre première résidence et ça ne bougera pas. Donc, du point de vue français, vous allez conserver votre régime matrimonial inchangé. Par contre, si vous vous êtes marié entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, vous allez être soumis à la Convention de la Haye de 1978. Et dans cette convention, donc, elle dit que si vous n'avez pas choisi la loi qui s'applique à votre régime matrimonial, potentiellement, vous pouvez, au cours de votre régime, au cours de votre union, changer, sans vous en apercevoir, de loi applicable. Notamment, si vous êtes par exemple tous les deux de nationalité, le couple est de nationalité espagnole, et que vous partez vivre en Espagne, jusqu'à votre départ en Espagne, vous étiez donc mariés sous le régime légal français, donc la communauté. Si vous passez en Espagne, vous avez un changement automatique de loi, qui va être la loi de votre nationalité, qui correspondra à la loi de votre résidence, celle qui va devenir. Or, on a vu tout à l'heure qu'en Espagne, vous avez des communautés, et les régimes matrimoniaux ne sont pas les mêmes selon les communautés. Catherine vous en parlera tout à l'heure. Donc, vous pouvez avoir la surprise de passer sous un nouveau régime. Et également, même si vous n'êtes pas de nationalité espagnole tous les deux, au bout de 10 ans de résidence en Espagne, à la date anniversaire de vos 10 ans, vous allez passer sous le régime espagnol. Donc, en fait, vous allez pouvoir, au cours de votre union, changer de régime sans vous en apercevoir. Et le régime matrimonial, c'est quand même celui qui détermine comment vous détenez vos biens. Donc, c'est quand même important de savoir qu'il y a des changements. Depuis le 29 janvier 2019, donc l'avantage, c'est qu'on est en Union européenne et que on a des règlements qui sortent et on a un nouveau règlement européen donc qui marche du coup en Espagne et en France, qui est applicable depuis le 29 janvier 2019, où là, vous n'avez plus ce risque de changement de loi, de changement automatique. Donc voilà, si vous êtes marié entre le 1er septembre 92 et le 29 janvier 2019, faites très attention au changement automatique de loi. Quelles solutions vous pouvez proposer pour éviter cette situation de changement automatique de loi? Alors, vous avez donc le règlement qui est maintenant en application. Déjà, la convention vous le permettait, mais le règlement en application vous permet de choisir la loi qui régit votre régime matrimonial. Donc, soit d'en changer, mais c'est selon certaines modalités, soit de le fixer. Vous pouvez faire une confirmation de loi applicable. Et ça vous permet, du coup, d'être sûr, comme on applique en France et en Espagne le même règlement, de savoir que la loi que vous allez désigner, ou en tout cas confirmer, sera celle qui sera également appliquée par l'Espagne. Donc, vous n'avez plus de risque de changement automatique de loi, en tout cas avec l'Espagne. Et ça se fait devant notaire parce que ce sont selon des formes qui sont les mêmes que les contrats de mariage. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore marié, pensez à vous marier avec un contrat de mariage. Sinon, pensez à faire une confirmation de loi applicable. Si je décide, par exemple, de me marier une fois installée en Espagne, Catherine, qu'est-ce qui se passe concrètement?
vous allez pouvoir, donc vous vous mariez en Espagne, donc vous allez devoir vous marier sous la forme légale espagnole dont on a dit tout à l'heure. Vous pouvez vous marier d'une manière religieuse ou chez votre notaire ou auprès de l'officier civil de la mairie, et vous allez pouvoir opter ou pas pour faire également un contrat de mariage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en Espagne, le régime légal pour l'ensemble du territoire, sauf la Catalogne, c'est celui de la communauté de biens, comme en France, mais qu'en Catalogne, vous êtes sous le régime de la séparation de biens, et que donc, on a vu des cas, on a tous en tête, nous les juristes, nous avons tous en tête des cas de cadres, d'expatriés français qui ont vécu un certain nombre d'années en Espagne et qui sont passés de vivre à Madrid à venir s'installer à Barcelone, qui ont acquis des biens et qui se retrouvent sans le savoir, sous des régimes parce qu'ils n'ont pas opté, parce qu'ils n'ont pas réfléchi, parce qu'ils ne le savaient pas, et qui sont passés d'un régime matrimonial à un autre régime matrimonial. Mais indépendamment de la détention de biens et du régime matrimonial qui va vous être appliqué, vous avez une deuxième dimension qui est aussi importante, c'est qu'en cas de séparation, en cas de divorce, les indemnités compensatoires, prestations compensatoires, pensions et autres qui pourraient être versées vont être en fonction de votre régime matrimonial. Par exemple, si vous êtes marié sous la séparation de biens, vous pouvez obtenir sous certaines conditions une indemnité compensatoire qui peut aller jusqu'à 25% du patrimoine de l'autre époux. Donc, il faut arriver à déterminer et fixer d'une manière définitive le régime matrimonial qui va vous être appliqué, parce que sinon on va rentrer dans des aléas. Et moi j'ai vu régulièrement des décisions de justice où on vous disait de telle époque à telle époque vous étiez sous le régime légal français et puis vous êtes passé sous le régime légal espagnol, et puis à partir de telle époque jusqu'à telle époque vous êtes passé sous le régime de la séparation de biens, et donc votre patrimoine est composé de 3 étapes, et ça devient à un moment donné kafkaïen, ça devient très difficile à gérer. Donc il faut être précautionneux et faire attention, et bien aller voir son notaire et réfléchir aux conséquences de ses actes, voilà, avant toute installation. Merci pour ces précisions, Catherine. Autre question, Mathilde, quel va être l'impact d'une installation en Espagne, cette fois-ci, sur ma succession? Alors, c'est pareil, hein, c'est comme le régime matrimonial, la loi qui sera applicable à votre succession, donc qui va déterminer notamment qui vont être vos héritiers, comment votre succession va être dévolue, elle va dépendre de chaque État. Alors, l'avantage qu'on a encore une fois en Europe, c'est qu'on a un règlement succession qui est un peu plus ancien que le règlement régime matrimoniaux. Et donc, on partage le même avec l'Espagne. Et la loi qui va être applicable à votre succession va être la loi de votre dernière résidence. Donc, si vous décédez en Espagne, ce sera la loi espagnole. Or, vous avez certaines institutions qui ne sont pas forcément reconnues partout. Si vous faites, par exemple, des donations entre époux, donc ce qu'on appelle aussi donations au dernier vivant, si vous avez fait des donations partage à vos enfants, il y a certaines choses qui ne vont pas forcément avoir la même portée en Espagne si votre succession est soumise à la loi espagnole. Donc, on a une certitude avec le règlement de savoir quelle loi on va appliquer, qu'on soit en Espagne ou en France, ce sera la même, pas de problème là-dessus. Simplement, il faut bien réfléchir au fait que si vous partez en Espagne, que vous décédez en Espagne, on va sans doute appliquer la loi espagnole. Et par rapport à ce que vous aurez pu faire en amont, dans la transmission anticipée du patrimoine, par exemple, il va potentiellement, vous allez perdre de l'intérêt par rapport à ce que vous avez fait avant. Donc, c'est aussi une question à laquelle il faut réfléchir avant de partir, hein. Alors, imaginons un instant que la loi espagnole s'applique. Quels vont être les grands principes à connaître, Catherine? Bien, les différences les plus significatives, à nouveau, qui sont dictées par les communautés autonomes, c'est que en matière de réserve héréditaire, la réserve héréditaire ne va pas être la même que vous soyez en Espagne ou que vous soyez en Catalogne, avec des petites différences aux Baléares. Enfin, il y a des petites différences qui peuvent être importantes. Alors, pour pas rentrer dans trop de détails, vous avez 2 grands systèmes. Vous avez un premier système dans lequel la réserve héréditaire en Espagne est des 2/3, c'est-à-dire de 66%, quel que soit le nombre d'enfants, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, etc. Étant bien entendu qu'à l'intérieur de cette réserve héréditaire, des 2/3, vous avez 1/3 qui peut être attribué à l'un de vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de laisser le même montant à chacun de vos enfants sur cette réserve héréditaire. Voilà. Vous pouvez attribuer 1/3 à l'un ou à plusieurs de vos enfants en plus du premier tiers qui doit être partagé à part égale selon le nombre de vos enfants.
en Catalogne, un peu aux Baléares, dans certaines régions à Valence, etc. Donc, il faut bien se renseigner là-dessus. La réserve héréditaire, elle est de 25%, quel que soit le nombre de vos enfants. Voilà. On n'est pas du tout dans le cadre du code Napoléon. Et donc, c'est quelque chose qui peut être mal interprété et mal utilisé. Et si je souhaite éviter l'application de la loi espagnole lors de mon installation en Espagne, comment je peux faire concrètement, Mathilde? Pareil, donc c'est par application du règlement succession, du règlement européen dont je vous parlais, vous avez la possibilité de fixer la loi qui sera appliquée à votre succession. Alors, il y a qu'un seul choix possible, hein, c'est la loi de votre nationalité. Mais vous pouvez donc la choisir. Comme ça, vous vous assurez que ce que vous aurez pu décider antérieurement au niveau de la transmission anticipée de votre patrimoine, vous serez sûr que ce sera, en tout cas, que ça portera, et ça aura exactement la portée que vous souhaitiez. Ce choix de loi se fait par disposition testamentaire, donc c'est assez simple à faire et ça évite quand même pas mal de soucis lors du règlement de la succession. Merci pour ces explications. Je voudrais simplement rajouter, excusez-moi, je vais vous interrompre un petit point, c'est que en matière de succession, il ne s'agit pas que de la réserve héréditaire pour le territoire espagnol, mais également des droits du conjoint survivant. C'est-à-dire que chaque communauté autonome va permettre de protéger d'une manière plus ou moins importante le conjoint survivant. Il faut être là aussi très précautionneux. Merci Catherine. Au niveau fiscal maintenant, Catherine, justement, pouvez-vous nous expliquer quelles vont être les conséquences de cette installation en Espagne? D'un point de vue de l'impôt le plus connu, l'impôt sur le revenu, vous allez être donc soumis à l'impôt sur le revenu qui va être évidemment en fonction de vos revenus sur des tranches progressives et qui est différent sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des communautés, puisque vous allez devoir, si vous voulez, on a un impôt commun qui est l'impôt fixe, qui est pour l'ensemble des communautés autonomes, et certaines communautés autonomes ont la possibilité de rajouter un pourcentage à cet impôt qui leur est dévolu. Madrid et la communauté autonome de Madrid et celui de Catalogne, et ce sont les deux communautés où l'impôt sur le revenu est le plus important. On sort du contexte français et on se dit que le coefficient familial a moins d'impact par rapport à l'impôt français et que il y a un principe espagnol qui est là depuis l'entrée de l'Espagne dans le marché commun il y a plus de 30 ans, qui est qu'il y a une retenue à la source qui est faite automatiquement sur tous les revenus, voilà. Et donc ce principe de retenue à la source est quelque chose qui est généralisé partout sur le territoire espagnol. Donc vous allez vous retrouver avec vous faites votre déclaration au mois de juin de l'année suivante et vous allez vous retrouver avec soit un montant trop perçu pour lequel il faut demander de restitution parce que voilà, soit vous avez un impôt supplémentaire à payer. Alors ça, voilà les règles d'imposition, l'impôt sur le revenu. Vous allez, si vous êtes propriétaire, payer votre taxe foncière et puis en fonction de votre patrimoine, vous vous retrouverez avec un impôt sur le patrimoine à régler. Pour les non-résidents, il n'y a pas de taxe d'habitation. Voilà ce qu'il faut retenir aussi. D'accord, merci. Faut-il craindre une imposition en France également, Mathilde? Oui, si vous êtes domicilié fiscalement en Espagne, donc au terme notamment de la Convention, en France, vous allez être soumis à l'impôt sur le revenu à raison de vos seuls revenus de source française. Et vous allez être également soumis à l'IFI pour les biens qui vont être imposables situés en France, les biens imposables à l'IFI situés en France. Alors en fait, vous allez devoir déclarer l'intégralité de vos revenus de source française et étrangère au fisc espagnol. Par contre, c'est la Convention qui va déterminer quel pays va taxer. Donc par exemple, si on prend les pensions de retraite, les pensions de retraite de la fonction publique vont être exclusivement imposées en France. Bon, sauf si vous êtes résident fiscal espagnol de nationalité espagnole, exclusivement. Et les pensions de retraite privées, normalement, sont exclusivement imposées en Espagne. Mais comme je vous ai dit, si vous êtes résident fiscal en Espagne et que vous recevez des revenus ou que vous possédez de la fortune immobilière imposable en France, donc au terme de la Convention, l'Espagne, qui va tout taxer, va quand même va vous accorder sur votre impôt une déduction du montant de l'impôt que vous aurez à payer en France. Donc, il y a quand même élimination de la double imposition grâce à la Convention, mais ça n'empêche pas que vous avez une fiscalité en France
sur vos revenus de source française et sur votre IFI. Et s'agissant des droits de succession cette fois? Alors, les droits de succession, on a également une convention fiscale avec l'Espagne au niveau des successions. On n'en a pas pour les donations, ça, il faut faire très attention, mais c'est vrai que pour les successions, on a une convention fiscale. Et cette convention, en fait, c'est elle qui va déterminer quel État va taxer tel ou tel bien dépendant de la succession. Donc, par exemple, si vous avez des biens immobiliers, ils vont être imposés dans l'État de situation. Donc, s'ils sont en Espagne, ce sera en Espagne. Les biens meubles corporels, donc c'est dans l'État de situation à la date du décès. Donc, vous avez là-dedans les meubles meublants, les collections, enfin l'art, les véhicules, etc. Et les biens incorporels, notamment les valeurs mobilières, elles sont taxées dans l'état de résidence du défunt. Mais vous avez également ce qu'on appelle, enfin une élimination de la double imposition grâce à cette convention par le mécanisme du taux effectif. Donc là, ce sont des calculs, on ne va pas rentrer dans le calcul. Mais voilà, vous avez la convention qui détermine quel État va taxer tel et tel élément du patrimoine. Vous allez faire une déclaration globale, notamment en France, mais vous aurez le taux effectif qui vous permettra de prendre en compte la taxation imposée en Espagne. Je rajouterai juste un petit quelque chose pour que vous dire qu'en fonction que vous soit appliqué le forfait mobilier en France ou en Espagne, c'est pas le même montant, et que idem pour les usufruits qui doivent être calculés lorsqu'ils rentrent dans le patrimoine. La manière dont on calcule l'usufruit n'est pas le même en France et en Espagne. Mais quelquefois, on se retrouve devant ce qui pourrait sembler être des incohérences. Et il faut être là aussi très précautionneux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, l'heure de la fin de ce live approchant, je vous propose maintenant de prendre quelques questions des participants. Alors, première question. Faut-il acheter maintenant une résidence secondaire en Espagne ou est-il plus prudent d'attendre compte tenu de la situation sanitaire? Ce qu'on est en train de nous dire, ce que nous disent les spécialistes et les experts en immobilier en Espagne, c'est que tout ce qui est l'immobilier de vacances, pour les résidences secondaires, etc., on est en train de constater une baisse des prix entre 5 et 10%. Pour l'immobilier plutôt de centre-ville, des appartements dans les grandes villes espagnoles, Madrid, Valence, Barcelone, Bilbao, Saragosse, en revanche, lorsque ce sont des biens qui offrent un certain nombre de caractéristiques, des terrasses, des petits jardins, etc., les prix sont en train de grimper et ça, c'est une des conséquences de la pandémie. Voilà. En gros, l'immobilier de vacances, les prix sont en train de descendre de manière relativement modérée, de 5 à 10%. Et c'est le moment, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est le moment. C'est le moment, et les taux sont très bas en Espagne en ce moment aussi. Merci. Alors, autre question qu'on nous pose, c'est de savoir quels sont les frais que l'on va payer en Espagne au moment de l'acquisition, notamment est-ce que les frais du notaire sont réglementés? Oui, ils sont réglementés, ils sont partis des émoluments, ils sont les mêmes sur tout le territoire espagnol. Pour un bien d'environ 210 000 euros, vous allez devoir payer entre 700 et 800 euros de frais d'émolument de notaire, plus les honoraires de l'avocat que vous allez engager, plus les frais de registre foncier qui pour un bien de 210 000 euros vont être en gros d'inscription de 600 euros, plus les droits d'enregistrement qui peuvent être soumis à la TVA et qui vont aller entre 6 et 10% du prix. Voilà votre budget. Merci. Alors, autre question. Alors, est-il possible de louer son appartement en Espagne avec Airbnb et quelles sont les spécificités à connaître? Oui. Alors, actuellement, la tendance, c'est la mise en place d'une réglementation dans les communautés autonomes, mais également dans les grandes villes, Madrid, Barcelone, etc., et qui vise à réglementer strictement, voire à limiter les possibilités de location sous cette forme. Il faut donc, au moment où on veut faire un achat, acquérir un bien pour faire ce type d'investissement, de vérifier qu'effectivement vous allez pouvoir louer votre appartement sous cette formule d'appartement, ce qu'on appelle touristique.
Moi, je dois vous dire qu'actuellement, c'est la chasse aux appartements touristiques et que les conditions sont en train de se resserrer et elles vont être tellement strictes que ça va devenir peut-être pas impossible, mais presque impossible. Par exemple, en fonction des communautés autonomes ou en fonction des villes, il faut que la rue permette le passage d'un camion de pompiers, etc. Et tout ça, ce ne sont pas des renseignements qui vont vous être fournis par les agences que vous allez contacter. Il faudrait être très précis et bien comprendre et de bien imprimer que la tendance est à réglementer et à prohiber pratiquement la location sous cette forme. Alors, nouvelle question. La condition suspensive de prêt en Espagne n'est pas légale, mais est-elle d'usage? Non, elle n'est pas d'usage. Elle n'est pas d'usage, elle est en train de devenir un peu plus. Et c'est quelque chose dont il faut parler de longtemps. C'est pour ça qu'on prévoit, avant le compromis de vente, un contrat de réserve pour être sûr que vous allez pouvoir aller jusqu'au bout de l'acte et qu'effectivement, le temps de mettre en place toutes les formalités qui vont aboutir à la signature d'un acte authentique, vous ne vous retrouviez pas avec ce problème. Alors, je rebondis sur une nouvelle question. Combien de temps faut-il prévoir entre le contrat de réservation et la prise de possession du bien en général? Alors, si vous êtes au clair, c'est-à-dire vous avez un compte en banque qui est ouvert à un NIE, etc., il faut donc ces formalités et préalables sont réglées. Il faut compter pour faire toutes les vérifications au cadastre, au registre foncier, à l'urbanisme, auprès de la communauté de propriétaires si c'est un appartement qui est visé. Il faut compter entre 6 et 8 semaines. Entre le moment où vous allez signer un premier document et où vous allez prendre possession du bien. Très bien. Alors, nouvelle question. Combien de temps de présence dans le pays faut-il pour être considéré comme résident? Alors là, pour cette question, en fait, ça dépend si on a un conflit de résidence fiscale, parce que si on applique la convention fiscale franco-espagnole, en fait, les 3 critères, c'est un foyer d'habitation permanent, donc il ne faut pas forcément garder de biens immobiliers non loués en France, parce qu'on peut considérer que c'est aussi un foyer d'habitation permanent. Si on ne peut pas se référer à ce critère-là, c'est le centre des intérêts vitaux. Donc, c'est en gros d'où provient essentiellement vos revenus. Donc, si vous êtes retraité, par exemple, et que vos revenus sont essentiellement français, ça va être la France. Et si aucun de ces 2 critères ne fonctionne, c'est la nationalité. Donc, on n'a pas vraiment avec la Convention un critère de durée. Voilà. En France, on dit souvent 6 mois. En Espagne, c'est 183 jours. C'est plutôt là où vous restez le plus longtemps, en fait. Mais si on applique la convention, c'est pas vraiment un critère de durée. Hein. En Espagne, par exemple, alors c'est exactement la même réponse que celle qui vient d'être donnée par Mathilde, mais par exemple, et pour terminer sur un exemple concret, lorsque vous avez acquis un bien pour l'État espagnol en tant que non-résident et que vous vendez ce bien en étant résident, il va falloir au moins que 4 années soient passées entre le moment où vous avez cessé d'être non-résident espagnol pour pouvoir bénéficier des exonérations de plus-value immobilière pour les résidents. Donc, il va falloir l'administration fiscale espagnole va demander 4 ans de résidence effective. Merci. Une dernière question peut-être. Si je souhaite donner mon appartement en Espagne à ma fille, combien cela va me coûter? Alors, en gros, les droits de donation sont importants en Espagne si vous êtes non résident. C'est-à-dire qu'une donation entre résidents espagnols, le maximum qui est possible de payer, c'est 9% en gros. Vous partez sur des tranches, mais vous arrivez à un taux effectif de 9%, quel que soit, enfin, sur des montants qui sont importants. Il faut être, si vous êtes non résident, il faut être très précautionneux parce que vous allez d'avoir réglé un impôt qui est supérieur et puis vous n'allez pas pouvoir bénéficier des exonérations puisque la convention fiscale, comme l'a expliqué Maître Morer tout à l'heure, la convention fiscale entre la France et l'Espagne ne prend pas en compte les donations. Donc, en gros, si vous êtes résident, le maximum que vous allez devoir régler, ça va être 9% sur une tranche relativement importante. Si vous êtes non résident et que vous allez donner un bien, vous êtes résident français et vous allez donner un bien qui est sur le territoire espagnol, vous allez être imposé dans les 2 pays. Et je rajouterais juste qu'effectivement, comme on n'a pas de convention fiscale avec l'Espagne au niveau des donations, donc c'est le droit interne français qui va s'appliquer en termes de taxation de la donation.
Et à partir du moment où vous avez le donateur qui est résident fiscal français, vous allez être taxé. Et si en plus vous avez le donateur, alors là, vous êtes sûr. Donc voilà, vous allez être taxé quand même potentiellement dans les deux pays. On a bien des correctifs avec le droit interne français, mais ça reste un peu délicat au niveau fiscal de faire des donations. Merci beaucoup. Écoutez, il est maintenant 19 h. Je vous propose de mettre un terme à cette séance de questions-réponses et je redonne la parole à Monsieur Geffroy. Merci beaucoup Hervé, quelle ponctualité, c'est absolument extraordinaire, on se croirait à la télévision. Merci à vous, merci beaucoup à Maître Mathilde Maurer, Maître Catherine Martinet-Anzizou pour l'ensemble de ces explications, de ces astuces, de ces mises en perspective éclairantes. J'espère en tout cas qu'elles vous auront été utiles et qu'elles vous auront permis de voir que à la fois l'installation en Espagne est quelque chose qui pour un Français doit être naturel ou qui peut l'être, mais qui peut être également semé de quelques embûches et que pour ça, il vaut mieux être bien, voire même très bien conseillé. J'ai un merci également à dire à toutes les équipes à Barcelone comme en France qui nous ont aidés à préparer ces interventions. Voilà. Et puis notre prochain live, je vous donne rendez-vous le 13 avril à la même heure sur un autre sujet qui sera l'assurance vie. Et donc, j'espère que vous pourrez toutes et tous venir nous y rejoindre, là encore pour écouter des conseils particulièrement éclairés. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et surtout, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée.